Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent Les maîtres de la manipulation. Un siècle de persuasion de masse de David Colomb. Interprété par Laurent Moreau. Introduction. Une révolution dans l'art de la persuasion. Ils influencent à notre insu nos comportements et nos attitudes. Depuis plus d'un siècle, ils fabriquent le consentement ou le dissentiment, font et défont les élections, persuadent des nations d'entrer en guerre, défendent les intérêts des industries polluantes ou promeuvent la consommation de masse. Qu'on les appelle spin doctors, maîtres du faire-croire, ingénieurs du chaos, persuadeurs clandestins ou ingénieurs de l'âme humaine, ils ont tous fait profession de nous manipuler pour servir des projets politiques, industriels ou commerciaux, et façonnent ainsi le monde dans lequel nous vivons. Qu'ils soient publicitaires, communicants, propagandistes politiques, lobbyistes, scientifiques, cinéastes ou hommes de télévision, ils sont passés maîtres dans l'art de la persuasion. Un art qu'ils ont sans cesse perfectionné en tirant profit des avancées des sciences et des techniques, jusqu'à mettre au point, à l'ère numérique, de véritables armes de manipulation de masse. Il n'est pas aisé d'admettre que l'on puisse ainsi être manipulé au quotidien, tant l'art de la persuasion des foules est associé, dans nos esprits, au régime autoritaire et totalitaire. Pourtant, cette pratique trouve bel et bien son origine dans la démocratie, où, faute de pouvoir agir sur les comportements par la contrainte, il est depuis longtemps fait recours à la persuasion, qui consiste à agir en douceur sur les conduites des individus, soit pour les amener à être convaincus de quelque chose, soit pour les engager dans une action. C'est au sein de la démocratie athénienne qu'apparaît la forme la plus ancienne de persuasion, la rhétorique. Cet art du discours qu'Aristote définit comme la faculté de considérer pour chaque question ce qui peut être propre à persuader. Depuis l'Antiquité grecque, la rhétorique appréhende en effet le langage comme un outil de manipulation, ou, selon les mots de Roland Barthes, comme un art de la persuasion, ensemble de règles, de recettes dont la mise en œuvre permet de convaincre l'auditeur du discours, même si ce dont il faut le persuader est faux. Dans la mythologie grecque, aux côtés de Métis, la ruse, et Tyché, la fortune, Péito, la persuasion, est une déesse qui exerce son art enchanteur au mépris du libre arbitre de ses victimes. Dans Gorgias, Socrate critique les sophistes, ces maîtres de l'éloquence qui, dans le seul but de persuader, trahissent la vérité, l'éthique et parfois la logique. La persuasion, écrit-il, est une pratique malfaisante et mensongère, vulgaire et basse, une duperie au moyen d'arrangements, de fards, de polissage, de vêtures, de façon à s'attirer sur soi une beauté d'emprunt. L'art de l'orateur, comme l'écrit plus tard Cicéron, consiste à savoir mobiliser tout ce qui est propre à persuader. Cet orateur romain reste fidèle à Aristote, qui distinguait dans la rhétorique 3 registres de la persuasion. La crédibilité de l'orateur, ethos, l'émotion qu'il suscite, pathos, et la qualité du raisonnement, logos. La rhétorique apparaît encore de nos jours comme l'art de la persuasion par excellence, qui repose sur une série de techniques oratoires transmises de maître à élève. Pourtant, depuis le début du XXe siècle, l'art de la persuasion connaît une révolution radicale bien que silencieuse. Aux États-Unis d'abord, puis dans l'ensemble du monde industriel, elle est devenue une science appliquée, conçue et sans cesse perfectionnée par une nouvelle génération d'hommes qui se targuent de pouvoir percer les secrets des masses et font profession d'agir sur leurs attitudes et leurs comportements en recourant aux sciences et aux techniques modernes.
Dans le contexte de l'avènement des masses dans la vie politique, économique et sociale, le premier d'entre eux, Ivy Ledbetter Lee, applique à l'art de la persuasion des principes tirés de la psychologie sociale et invente les relations publiques, qu'il conçoit comme un outil au service des grandes entreprises américaines pour juguler les revendications démocratiques et le poids croissant de l'opinion sur les politiques publiques. La Première Guerre mondiale précipite ensuite la mue de l'art de la persuasion en une science appliquée à l'échelle de la nation américaine tout entière, lorsque George Creel, qui est chargé de persuader ses concitoyens du bien fondé d'une entrée en guerre dont ils ne voulaient pas, recourt aux techniques les plus modernes pour influencer non pas l'ennemi, mais sa propre population. Le journaliste Walter Lippmann, proche conseiller du président Wilson, prend toute la mesure de la révolution à l'œuvre. Il écrit en 1922 que la pratique de la démocratie a pris un tournant et qu'une révolution se produit. La persuasion, constate-t-il, est devenue un art consciencieux et un organe régulier du gouvernement populaire. À l'ère de la démocratie triomphante et de la consommation de masse, l'art de la persuasion ne se résume plus à celui de convaincre, mais cible en priorité les conduites des individus, c'est-à-dire leur disposition d'esprit aussi bien que leur manière d'être ou d'agir. Les nouveaux maîtres de la persuasion trahissent ainsi sans vergogne la conception éthique qu'avait de l'art de persuader le philosophe Pascal, qui distinguait parmi les puissances qui nous poussent à consentir la voie naturelle de l'entendement, car, écrit-il, on ne devrait jamais consentir qu'aux vérités démontrées, et celle de la volonté, cette voix basse, indigne et étrangère qui porte à croire non par la preuve mais par l'agrément. En appliquant les principes tirés de la psychologie et en recourant à de nouveaux médias pour subvertir l'entendement, les maîtres de la persuasion font donc de la manipulation, entendue comme l'art de fausser la réalité et d'influencer les individus à leur insu, le principe essentiel de toute communication persuasive. À partir des années 1920, ce nouvel art de la persuasion se nourrit de la publicité scientifique dont Claude Hopkins et Albert Lasker sont les inventeurs. Les grands publicitaires américains appliquent leur art aussi bien aux produits et aux marques qu'aux hommes politiques ou à la propagande d'État. Certains, comme Edward Bernays et Ernest Dichter, affinent la dimension scientifique de leur métier par l'application de principes tirés de la psychanalyse. Le monde entier s'arrache les inventions de ces manipulateurs de génie, et les propagandistes des régimes totalitaires ont au fait de s'approprier leurs techniques ou même, comme l'a fait Goebbels, de les recruter directement. À chaque fois qu'il franchit les frontières, l'art de la persuasion se perfectionne, à l'image du cinéma de propagande, inventé aux États-Unis en 1915, appliqué à la propagande totalitaire par Sergei Eisenstein puis Leni Riefenstahl, avant que Frank Capra et Walt Disney s'inspirent à leur tour des innovations des cinéastes totalitaires, tout en recourant aux sondages et aux études de marché pour perfectionner la dimension persuasive et manipulatrice de leurs films de propagande. Une fois qu'une technique de persuasion a été inventée, en effet, des artisans ou des maîtres s'emploient l'un après l'autre à en perfectionner l'usage. Et à chaque fois qu'un progrès intervient dans la connaissance scientifique de l'esprit humain, il est presque aussitôt appliqué à la persuasion de masse. Du début du XXe siècle jusqu'à nos jours, en matière de persuasion et de manipulation de masse, les États-Unis sont sans conteste l'atelier du monde. Première puissance économique mondiale et berceau de la société de consommation, ils exercent jusqu'à nos jours, depuis Madison Avenue à New York puis la Silicon Valley californienne, une nette domination dans le secteur de la publicité et du marketing. Mais ils ont aussi accueilli et continuent d'accueillir les principaux centres de recherche voués à l'étude des comportements humains, de la communication et, au croisement des deux, de la persuasion. Depuis l'Institut d'analyse de la propagande de Clyde R. Miller, 1937, jusqu'au laboratoire de technologie persuasive de B.J. Fogg.
C'est aux États-Unis que les sciences du comportement ont accompli les plus grands progrès. D'abord grâce à l'apport du behaviorisme, paradigme psychologique introduit aux États-Unis par John B. Watson, selon qui tout comportement humain est le produit de stimulations externes mesurables et influençables. Harold D. Lasswell, pionnier universitaire de la persuasion de masse, en a tiré plusieurs principes enseignés jusqu'à nos jours dans le monde entier et appliqués à la propagande aussi bien qu'à la communication politique. Les États-Unis sont également le berceau d'écoles de pensée entièrement vouées à agir sur les comportements. Qu'il s'agisse du programme de communication et de changement des attitudes de Karl Hovland, professeur de psychologie à l'université de Yale, Yale Communication and Attitude Change Programme, ou de l'école de Palo Alto, célèbre pour ses techniques de manipulation langagière. Les États-Unis sont enfin le berceau des études de marché comme des sondages, et attirent depuis longtemps les meilleurs chercheurs étrangers dans ce domaine, à commencer par l'Autrichien Paul Lazarsfeld, qui non seulement a perfectionné la mesure de l'audience des médias et du cinéma, mais en a tiré des principes immédiatement applicables à la persuasion de masse et en premier lieu des leaders d'opinion. Quiconque entend influencer les masses ne peut donc ignorer les méthodes américaines, qui s'exportent dans de nombreux pays, à commencer par la France, depuis les 30 Glorieuses. À partir des années 1950, Madison Avenue est à la publicité ce qu'Hollywood est au cinéma. Et dans un livre à succès, La persuasion clandestine, Vance Packard décrit en 1957 le pouvoir immense de ces publicitaires qui se livrent sur une grande échelle à des efforts souvent couronnés de succès pour diriger nos habitudes inconscientes, pour orienter nos décisions en matière d'achat, le processus de notre pensée, ceci à l'aide de moyens empruntés à la psychiatrie et aux sciences sociales. Au même moment se développent de grandes agences de relations publiques capables d'influencer à grande échelle la production de la loi, tandis que le publicitaire Rosser Reeves puis le consultant Roger Ailes intègrent la télévision à la panoplie des communicants politiques. L'art de la persuasion politique, maîtrisé par une longue série de spin doctors américains, dont le plus talentueux est très certainement Karl Rove, a progressivement et durablement influencé les campagnes politiques dans les démocraties occidentales. En faisant de la persuasion politique, ainsi que l'a défini l'historienne franco-britannique Monica Charlot, la rencontre en politique de la publicité et de la psychosociologie. Bien sûr, le modèle américain de persuasion de masse a connu des résistances et des limites. La propagande soviétique d'un Jdanov et la propagande chinoise d'un Lin Biao ont ainsi représenté des contre-modèles pendant la guerre froide. À partir des années 1970, l'Empire américain entame même un lent mais long déclin dans le domaine économique, diplomatique et culturel, qui n'est pas sans conséquence sur son pouvoir de persuasion. Cependant, les États-Unis trouvent bientôt dans Internet un relais de leur puissance, et l'hégémonie américaine en la matière débouche rapidement sur des progrès d'une ampleur inégalée dans le champ de la manipulation de masse. L'invention par B.J. Fogg de la technologie persuasive, puis du design comportemental, inspire les ingénieurs désireux de rendre leurs outils numériques plus addictifs ou persuasifs. Dans le même temps, Google puis Facebook développent de nouveaux outils publicitaires d'un degré de perfectionnement inédit, qui repose sur l'exploitation des données des internautes à des fins de profilage et de ciblage. Mark Zuckerberg conçoit ainsi avec Facebook le plus grand outil de manipulation de masse de l'histoire, capable de modéliser, de prédire et d'influencer les attitudes et les comportements de 2,8 milliards d'utilisateurs. De telles innovations de rupture bouleversent presque du jour au lendemain l'art de la persuasion, en rendant quasiment illusoires les efforts des États pour protéger leur population des ingérences propagandistes. Certains États autoritaires ne manquent en effet pas de retourner contre les démocraties les armes de persuasion massive conçues à des fins publicitaires. Les outils législatifs ou techniques conçus pour protéger les citoyens des opérations d'influence étrangère
se révèle souvent inopérant face aux nouveaux outils publicitaires intégrés aux plateformes et aux réseaux sociaux. De fait, ces nouvelles armes de manipulation massive offrent à de nombreux acteurs, tant politiques qu'économiques, l'opportunité d'agir à toutes les échelles sur les attitudes et les comportements des internautes, et parfois d'inventer de nouvelles techniques, comme l'a fait Steve Bannon, initiateur de la propagande de réseau et créateur de Cambridge Analytica. En croisant l'analyse prédictive du comportement des électeurs avec le profilage psychologique et le recours à des outils de micro-ciblage offerts par les réseaux sociaux, cette firme a contribué de manière décisive au Brexit et à l'élection de Donald Trump. Sujet privilégié de nombreuses théories du complot, la manipulation de masse est un fait social et un objet historique à part entière, qui requiert d'être abordé avec une grande rigueur scientifique et méthodologique. Le choix des 20 personnages réunis dans cet ouvrage ne doit par conséquent rien au hasard. Ils réunissent tous 3 au moins des 4 caractères permettant de caractériser un maître de la manipulation. Le premier est l'intention manifeste de manipuler les masses dans un but précis. Le deuxième est la capacité de le faire à grande échelle. Le troisième est la volonté d'entreprendre une démarche de science appliquée. Le quatrième, enfin, est de produire un effet mesurable. Plusieurs personnages historiques célèbres, dotés d'une réputation de grands manipulateurs, ont par conséquent été écartés du livre. C'est le cas par exemple de Leni Riefenstahl, la cinéaste de Hitler, dont l'intention de manipuler les masses dans un but précis n'est pas davantage établie par les historiens que l'effet concret de ses films sur les masses allemandes. Son parcours, qu'il a vu s'imposer dans les milieux très masculins que sont le parti nazi et la réalisation cinématographique, permet toutefois de comprendre pourquoi aucune femme ne figure à ce jour parmi les plus grands manipulateurs de masse du monde contemporain. En effet, les univers dans lesquels évoluent les maîtres de la manipulation se caractérisent par une domination masculine sans partage. Qu'il s'agisse de la publicité, de la communication politique et plus récemment des géants du numérique. Non seulement les femmes y ont été et y demeurent parfois reléguées au second plan, mais en tant que consommatrices et électrices, elles sont avant tout la cible privilégiée des campagnes de persuasion élaborées par les Mad Men de Madison Avenue ou les Spin Doctors. L'univers de la manipulation de masse est, depuis plus d'un siècle, aussi masculin que feutré. Les maîtres de la manipulation se connaissent ou se lisent, s'inspirent les uns des autres, se plagient parfois, s'envient souvent, et rivalisent d'ingéniosité pour s'imposer face à leurs concurrents. En tant qu'ingénieurs du comportement humain, ils s'emploient à mettre en œuvre une démarche scientifique, que ce soit dans la conception, la mise en œuvre ou la mesure des effets de leur campagne. La persuasion, en effet, est une science appliquée à un art, en même temps qu'un art appliqué à une science. Pour influencer en secret le comportement de millions et aujourd'hui de milliards d'individus, les maîtres de la manipulation ne laissent rien au hasard. « 1914. Ivy Lee devient le poison de l'opinion publique. » Le 20 avril 1914, à Ludlow, dans le Colorado, les gardes d'une société minière, la Fuel and Iron Company, tirent à la mitraillette sur le campement de mineurs grévistes et leurs familles avant de l'incendier, causant la mort de 13 ouvriers ainsi que 11 femmes et 2 enfants. La presse accuse aussitôt le propriétaire de la compagnie, John D. Rockefeller, d'avoir ordonné le massacre, jetant à la vindicte populaire une dynastie de manias du pétrole depuis longtemps associée à l'impérialisme économique, à l'avidité et à l'indifférence envers l'intérêt général. John D. Rockefeller Jr. fait alors appel à un inconnu du grand public, Ivy Lee, spécialiste des relations publiques, qui a plusieurs fois défendu avec succès les intérêts des grandes compagnies de chemin de fer. À son nouveau client qui lui demande comment réagir, Lee prétend avoir répondu «
Dites la vérité, car tôt ou tard, le public la découvrira de toute façon. Et si le public n'aime pas ce que vous faites, changez vos politiques et alignez-les sur ce que les gens veulent. » Cependant, dans les faits, Ivy Lee a multiplié les communiqués de presse mensongers. Affirmant que le massacre avait été commis par des agitateurs bien payés envoyés par le syndicat, et qualifiant la meneuse des grévistes, Mother Jones, alors âgée de 82 ans, de prostituée et proxénète. Dans une série de circulaires adressées à des leaders d'opinion dans tout le pays, Ivy Lee exagère le salaire des dirigeants syndicaux, déforme le point de vue de la presse locale et accuse les grévistes d'être à l'origine de l'incendie de leur campement. Au président de la commission d'enquête du Sénat, qui lui demande s'il est là pour donner toute la vérité sur la grève, il répond « Oui, la vérité, telle que les opérateurs, ses clients, l'ont vue. J'étais là pour les aider à plaider leur cause. » À ses yeux, en effet, toute vérité est relative. Et sa seule obligation éthique consiste à indiquer au nom de qui il s'exprime. Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. La campagne menée par Lee réussit à neutraliser en partie le point de vue des mineurs et aboutit en décembre 1914 à la fin de la grève. Elle contribue également à la notoriété de ce maître de la manipulation, que le journaliste progressiste George Creel qualifie dans Harper's Magazine de poison de l'opinion publique. Le sobriquet Poison Ivy l'a suivi jusque dans la tombe. Un pionnier des relations publiques. Ivy L. Lee est né à Cedartown, en Géorgie, le 16 juillet 1877. Fils d'un pasteur méthodiste conservateur très influent, il fréquente l'Emory College d'Atlanta pendant 2 ans, avant de rejoindre Princeton, où il obtient un diplôme en économie en 1898, tout en se passionnant pour le journalisme et en établissant des liens de confiance avec Woodrow Wilson, alors président de la prestigieuse université. Il poursuit brièvement ses études à Harvard, avant de s'installer à New York, où il entame une carrière de reporter et se spécialise progressivement dans la couverture de l'actualité de Wall Street et du monde des affaires. En 1903, il se lance dans une carrière de praticien des relations publiques, un terme apparu 6 ans à peine auparavant, et devient directeur de la publicité de l'Union des citoyens, Citizens Union, une organisation non partisane qui se donne pour mission de surveiller le gouvernement au nom de l'intérêt commun. Il rejoint ensuite le Comité national démocrate, chargé de la publicité de la campagne infructueuse du juge Alton Parker contre Theodore Roosevelt en 1904. Il y rencontre l'ancien journaliste George Parker, avec qui il fonde à la fin de l'année 1904 l'une des premières agences de relations publiques, Parker & Lee. Âgé de 27 ans, fort de son expérience dans le domaine de la communication politique, il entend conseiller les entreprises dans leurs interactions avec la presse, au moment même où celle-ci se démocratise et se professionnalise. À la différence des dirigeants politiques, les chefs d'entreprise considèrent généralement n'avoir de compte à rendre qu'à leurs actionnaires et ne communiquent auprès du public qu'à travers la réclame. Lorsqu'ils cherchent à exercer une influence sur la presse, c'est en menaçant de retirer leur budget publicitaire, et parfois en recourant à des officines pour corrompre des journalistes ou des éditeurs de presse. Aux yeux de Lee, une telle stratégie revient à laisser le champ libre aux muckrakers, ces journalistes progressistes dont l'influence grandissante contrebalance celle traditionnelle des capitaines d'industrie sur l'opinion publique. Hanté par sa lecture de Psychologie des foules, ouvrage dans lequel Gustave Le Bon décrit le spectre d'une tyrannie des foules, la domination de l'opinion publique sur les élites dirigeantes, Ivy Lee voit dans l'essor de la presse, du syndicalisme et des pratiques revendicatives le signe avant-coureur de bouleversements majeurs pour les grandes entreprises américaines. « Vous constatez soudainement, déclare-t-il en 1916 devant un parterre de magnats de l'industrie,
que vous ne dirigez pas une entreprise privée, mais que vous dirigez une entreprise dont le public lui-même prend la supervision. La foule est aux commandes. Les gens sont au travail et nous devons en tenir compte, que cela nous plaise ou non. Le peuple règne désormais. Nous avons substitué au droit divin des rois celui de la multitude. Lee entend contrer les progressistes, qu'il qualifie de courtisans de la foule, en convainquant ses futurs clients de la nécessité de se doter d'une communication bien maîtrisée, en direction de la presse d'abord et du grand public ensuite. L'inventeur de la propagande d'entreprise. Le premier client de Parker Henley est un exploitant de mines de charbon, la Anthracite Coal Roads and Mines Company, qui fait face en 1906 à une menace de grève de grande ampleur. La grève précédente, en 1903, avait vu les syndicats gagner les faveurs de la presse et de l'opinion publique, au point de convaincre le président Theodore Roosevelt de menacer de faire intervenir les troupes fédérales. Pour inverser la tendance, Ivy Lee rédige alors le premier communiqué de presse de l'histoire. Présenté sous la forme d'un article mis en page, rédigé comme il le serait par un journaliste, il est diffusé très largement auprès des journaux qui le publient souvent intégralement. À cette occasion, pour expliquer aux journalistes et au public en quoi consiste le travail de son agence, Ivy Lee élabore une déclaration de principe, qui est vue aujourd'hui comme la charte fondatrice des relations publiques. Notre objectif, écrit-il, est, franchement et ouvertement, au nom des entreprises et des institutions publiques, de fournir à la presse et au public des États-Unis des informations rapides et précises. Parce que les exploitants de mines de charbon étaient contrôlés par les compagnies ferroviaires, Ivy Lee entre bientôt en contact avec ces dernières, qui faisaient face aux vives protestations du public à cause de la mauvaise qualité du service, de tarifs excessifs et d'accidents de plus en plus nombreux. Le 28 octobre 1906, à proximité d'Atlantic City dans le New Jersey, se produit le plus médiatisé d'entre eux. Un train de la compagnie West Jersey and Seashore Railroad, parti de New York, déraille et tombe d'un pont-levis inauguré le jour même, provoquant la mort par noyade de 53 de ses passagers. Dans la demi-heure qui suit, une foule de plusieurs milliers de personnes se forme autour de l'épave. Alexander J. Cassatt, président de la Pennsylvania Railroad, fait aussitôt appel à son conseiller publicitaire, Ivy Lee. Ce dernier propose alors une stratégie tout à fait inédite. Autoriser l'accès aux journalistes et publier un communiqué de presse dans lequel la compagnie exprime sa sympathie pour les familles de victimes et explique les causes probables du déraillement. Le lendemain, le New York Times imprime le communiqué mot pour mot. Ce jour-là, Ivy Lee a inventé la communication de crise, dont les fondements reposent jusqu'à nos jours sur la réactivité, l'empathie et la transparence, full disclosure, et a posé les bases de la propagande d'entreprise, corporate propaganda, qui a pour but d'influencer et parfois de manipuler l'opinion du marché. En juin 1906, Alexander J. Cassatt le nomme officiellement porte-parole de sa compagnie avant d'en faire, en 1912, son vice-président. Ivy Lee est le premier communicant à accéder à de telles responsabilités. Après l'accident d'Atlantic City, une demi-douzaine d'autres compagnies ferroviaires le sollicitent et il conduit bientôt l'ensemble du secteur ferroviaire américain à adopter cette nouvelle stratégie de communication. En effet, parce qu'elles incarnent le capitalisme de laisser-faire, laisser-passer et l'impérialisme monopolistique, les compagnies ferroviaires sont dans le collimateur du législateur, qui entend réguler leur activité. Dans un article très remarqué, le muckraker Ray Stannard Baker constate alors que l'industrie ferroviaire a désormais entrepris de manipuler l'opinion publique pour annihiler les efforts de régulation de son activité. Ses succès auprès des chemins de fer valent à Lee d'être employé par la banque J.P. Morgan & Co.
pour contrer la volonté du gouvernement des États-Unis de mettre fin à la concentration bancaire. Il fait encore la démonstration de ses talents en 1913-1914, lorsqu'il obtient une augmentation des tarifs ferroviaires auprès d'un gouvernement fédéral très réticent, à l'issue de ce que l'on peut considérer comme la première campagne de communication d'entreprise moderne. Il utilise tous les outils disponibles et recourt à des leaders d'opinion, ainsi qu'il les nomme lui-même, pour relayer son discours. Sa stratégie de présentation de faits soigneusement choisis, d'écoute de l'opinion publique et de défense systématique du point de vue de l'entreprise a fait merveille. C'est au cours de cette campagne qu'il achève d'énoncer les principes de base du Conseil en relations publiques. Agir plutôt que réagir, dire la vérité plutôt que la cacher et répondre à toutes les questions du public. Grâce à lui, la communication devient, dès 1914, un outil stratégique permettant aux entreprises de faire valoir, apparemment en toute transparence, leur point de vue particulier auprès de l'opinion publique à travers la presse. Pour qualifier sa profession, Lee se conçoit d'abord comme un conseiller en relations publiques, un ingénieur de l'information et surtout un docteur en publicité. La publicité, déclare-t-il, n'est pas un jeu, c'est une science. Le problème d'un docteur en publicité est d'inciter son patient à se comporter de telle sorte qu'il reçoive l'approbation d'un bon éditeur de presse. Son but est d'aider les chefs d'entreprise à gagner la confiance du public, en établissant avec ce dernier une voie à double sens, two-way street. Cette formule, devenue canonique dans l'industrie des relations publiques, désigne le fait de faire comprendre l'entreprise au public tout en expliquant les attentes du public à l'entreprise. Ivy Lee la concrétise notamment en créant pour ses clients des outils nouveaux, tels que les trombinoscopes, les bulletins de gestion et les rapports annuels à destination des actionnaires. L'entreprise doit convaincre le public et les actionnaires qu'elle adopte une démarche de transparence, que cette dernière soit ou non une réalité. L'homme qui a transformé un baron voleur en grand philanthrope. Le succès de la campagne de 1914 contre les mineurs du Colorado convainc John D. Rockefeller d'employer Ivy Lee à temps plein à compter de janvier 1915. Lee doit renoncer à tous ses autres clients et s'attache à modifier l'image délétère de celui que la presse surnomme le baron voleur ou la grande pieuvre. Il l'incite tout d'abord à développer une conscience sociale et à mettre en valeur son côté humain pour modifier son image dans l'opinion. Il lui fait créer, au sein de la Fondation Rockefeller, un département des relations industrielles chargé d'analyser les mouvements sociaux. Puis le persuade de visiter les campements des mineurs du Colorado et de danser avec leurs épouses devant les journalistes. Il lui demande également de jouer au golf avec un journaliste, de prononcer des discours réformateurs et de publier un livre sur la relation personnelle dans l'industrie. Il le conduit surtout à multiplier les activités philanthropiques. Et pendant la guerre, distille dans la presse des pseudo-confidences sur le patriotisme de Rockefeller, affirmant qu'il passe son temps libre à tricoter des écharpes et des gants pour les soldats. Jusqu'à sa mort, Lee conseille les Rockefeller, s'impliquant à New York dans la construction du Rockefeller Center et l'extension du Metropolitan Opera. Il a même proposé, en vain, à Winston Churchill d'écrire la biographie de Rockefeller Jr. Ivy Lee avait-il également à cœur d'améliorer sa propre image. Toujours est-il qu'en mai 1917, il rejoint le Conseil de guerre de la Croix-Rouge, constitué par le président Wilson, et en assure la promotion, considérant faire œuvre utile pour l'image des Américains dans le monde. Dans un télégramme adressé à David Rockefeller, il ne manque toutefois pas de se plaindre de la perte de revenus qu'occasionne son engagement pour la Croix-Rouge. Le père du lobbying industriel. Dès 1916, Lee ouvre une agence indépendante sur Broadway, ce qui lui permet de recruter de nouveaux clients,
à commencer par l'opérateur du premier métro de New York, à qui il conseille d'appliquer la psychologie des multitudes, inspirée de Gustave Le Bon, en faisant appel à des symboles et des slogans pour obtenir la confiance des usagers du métro. Concrètement, il fait équiper le personnel du métro d'uniformes bien entretenus, afin d'instiller dans le public l'idée d'une entreprise prenant soin de ses employés, et fait apparaître les noms des dirigeants dans les communications pour donner une image plus humaine au métro. En 1919, il nomme son agence de conseil en relations publiques Ivy Lee & Associates. Ce gentleman du Sud, à l'élégance soignée et au caractère affable, met à profit ses contacts établis pendant ses études à Princeton et au cours de sa carrière pour augmenter son chiffre d'affaires et recruter une vingtaine de salariés. Il a bientôt pour clients, outre les Rockefeller, des industriels du transport ferroviaire, Pennsylvania Railroad, Interborough Rapid Transit, de l'acier, Bethlehem Steel, de l'automobile, Chrysler, du pétrole, Standard Oil, du tabac, American Tobacco, du caoutchouc, United States Rubber, de l'agroalimentaire, Armour & Company, General Mills, de la banque, Chase National Bank, et du cinéma, Players Lasky. Tandis que les États-Unis connaissent le plus important mouvement social de leur histoire, avec plus de 4 millions de grévistes, Ivy Lee devient incontournable dans le monde industriel qui s'arme pour faire face au péril rouge. Il est par exemple recruté par la Logan County Coal Operators Association pour justifier auprès de l'opinion publique la répression extrêmement brutale qui a coûté la vie en 1921 à quelques 70 mineurs grévistes à Blair Mountain. Il crée alors un bureau d'information de façade, le Logan District Mines Information Bureau, qui diffuse des bulletins truffés de fausses informations visant à discréditer les mineurs en invoquant le péril communiste. Ivy Lee a ainsi permis la fusion des techniques de propagande avec les techniques de rupture de grève reposant sur la violence et l'intimidation, et contribué à affaiblir très durablement les syndicats de mineurs américains. S'il a parfois conçu des campagnes publicitaires et inventé par exemple le personnage publicitaire de Betty Crocker et le slogan « Petit déjeuner de champion » pour la marque de céréales Wheaties, Ivy Lee est surtout l'inventeur du lobbying moderne. Il est le premier à avoir recours à des associations professionnelles dans le but de faire valoir des intérêts industriels auprès du grand public et dans les couloirs du pouvoir, et parfois de constituer un cartel pour stabiliser les prix. Il joue ainsi un rôle déterminant dans la création des groupes de pression, lobbies, du pétrole, American Petroleum Institute, 1919, du cuivre et du laiton, Copper and Brass Research Association, 1921, du charbon, Anthracite Coal Operators Conference, 1921, des studios de cinéma d'Hollywood, Motion Picture Producers and Distributors Association, 1922, du textile, Cotton Textile Institute, 1926, et bien sûr des chemins de fer, Association of Railroad Executive, 1926. Enfin, Ivy Lee apporte sa contribution à l'essor de l'aviation commerciale, dont le développement est encore entravé par le désintérêt du grand public, habitué au train, et son manque de confiance dans la sécurité des vols. En janvier 1926, Ivy Lee est à l'origine du fonds Harry F. Guggenheim, dont il est le conseiller en relations publiques, pour la promotion de l'aéronautique. À ce titre, il met en œuvre une stratégie de communication reposant sur 3 principes. L'humanisation de la sécurité aérienne, le recours à des leaders d'opinion et la présentation d'expériences concrètes. Lee se tourne par conséquent vers les 2 aviateurs les plus célèbres de l'époque, Richard Byrd et Charles Lindbergh. La Fondation organise une tournée dans 40 villes américaines, avec 3 avions équipés chacun de 2 pilotes et 3 moteurs, afin de limiter les risques d'accident. Elle subventionne également le tour des États-Unis de 22 350 miles que Charles Lindbergh réalise aux commandes de son avion Spirit of St. Louis,
après son vol transatlantique en 1927. Cette tournée triomphale, qui passe par 82 villes dans 48 États américains, donne l'occasion à Lindbergh de prononcer 147 discours de promotion de l'aviation commerciale. L'objectif principal de Lee est alors de persuader le public que le vol en avion ne représente pas de danger. Il invite ainsi des dizaines de constructeurs aéronautiques à participer à des démonstrations aériennes qui visent à prouver la capacité des avions à franchir un parcours en boucle au-dessus d'un certain nombre d'obstacles ou à voler dans le brouillard. Lee n'hésite pas non plus à influencer plus directement la presse. En 1928, il convainc l'agence Associated Press de créer un département aviation en son sein. Il influence également le monde universitaire en distribuant 3 millions de dollars de bourses entre 1926 et 1930 pour encourager la recherche et l'enseignement universitaire dans le domaine aéronautique. La campagne de relations publiques imaginée par Ivy Lee a contribué à faire passer les vols commerciaux du statut de dépense somptuaire à celui de nécessité, inaugurant un âge d'or des vols commerciaux américains dans les années 1930. Un avocat du capitalisme triomphant. Progressivement, Ivy Lee, fort d'un carnet d'adresses de 30 000 noms, devient le plus célèbre avocat du capitalisme et un intermédiaire incontournable pour de nombreux secteurs industriels. Partisan du libre-échange, il entreprend d'abord de persuader le président Hoover de renoncer aux lourdes dettes et réparations de guerre imposées à l'Allemagne et aux empires centraux. Il assure ensuite la publicité aux États-Unis des emprunts français, polonais et roumains, aux côtés de John Foster Dulles, alors avocat international, et de Jean Monnet, alors employé par la banque américaine Blair & Company, qui œuvrait à la stabilisation des monnaies polonaises et roumaines. Enfin, Ivy Lee mène en 1926-1927 une campagne de relations publiques en faveur de la reconnaissance officielle de la Russie soviétique. Ce faisant, il sert les intérêts de ses clients comme Chrysler ou Standard Oil, qui souhaitent éviter la fermeture d'un marché prometteur. Cela lui vaut d'être qualifié par le président du comité du Congrès enquêtant sur les activités communistes de propagandiste notoire pour la Russie soviétique. Véritable ambassadeur officieux de l'industrie américaine, il rencontre également Benito Mussolini et la plupart des leaders européens. Face à la crise de 1929, il cherche à restaurer l'optimisme et la confiance du public. Son plaidoyer pour l'industrie automobile lui vaut même d'être reçu à la Maison-Blanche le 8 décembre 1933. Le président Roosevelt n'est guère rancunier, puisqu'Ivy Lee avait organisé la campagne de son concurrent démocrate, Melvin Alva Traylor, président de la First National Bank of Chicago. En 1933, en Allemagne, Ivy Lee accepte, pour 29 000 $ par an, de conseiller la très puissante firme chimique IG Farben et rencontre Goebbels ainsi que le tout nouveau chancelier Hitler. Lee confiera plus tard à John D. Rockefeller que son rôle consistait à guider le gouvernement nazi dans ses relations publiques aux États-Unis et à présenter le point de vue allemand au plus haut niveau afin de faire accepter le réarmement, présenté comme nécessaire pour contrer le péril communiste. Fidèle à son approche à double sens, cet avocat du fascisme, ainsi que le qualifiait l'ambassadeur américain à Berlin, William E. Dodd, encourage en même temps Goebbels à se montrer conciliant avec la presse étrangère. Très critiqué pour cette campagne, Ivy Lee vit très mal l'ouverture d'une enquête par le Sénat sur ses activités et meurt prématurément à l'âge de 57 ans, le 9 novembre 1934. Celui que la presse surnomme encore le petit frère des riches ou le troubadour des millionnaires n'en a pas moins déjà profondément marqué l'histoire de la communication. À sa mort, la plupart des grandes entreprises américaines sont dotées d'un service de relations publiques, sont familières de la communication de crise, des communiqués de presse ou recourent aux services d'agences spécialisées dans les relations publiques. Grâce à ces concepts, écrit le cinéaste à grand spectacle Cecil B. DeMille,
l'art de la communication a fait un grand pas en avant. On pourrait en dire autant de l'art de la persuasion et de la manipulation de masse. « 1917. George Creel vend la guerre aux Américains. Le 2 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre contre les empires centraux, aux côtés de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, rompant avec une longue tradition non interventionniste. Woodrow Wilson, qui a été réélu en 1916 sur un programme isolationniste, a bien conscience que l'opinion publique ne lui est pas entièrement acquise. Décidé à tenir fermement les lignes intérieures, il crée par un décret du 14 avril 1917 le Committee on Public Information, CPI, une agence civile chargée de la communication et de la censure gouvernementale. À la tête de ce ministère de la propagande qui ne dit pas son nom, il nomme l'un de ses plus proches partisans, le journaliste George Creel, à qui il confie la mission jugée presque impossible de vendre la guerre à une opinion publique très réticente. En l'espace d'à peine 2 ans, Creel met au point une organisation propagandiste d'une efficacité redoutable. Le ministre de la propagande des États-Unis. Né le 1er décembre 1876 dans le Missouri, Creel appartient à l'élite du journalisme d'investigation. Ceux que l'on nomme les remueurs de boue, muckrakers, dénoncent en effet dans leurs enquêtes les maux de la société américaine, à commencer par la corruption, et remettent souvent en cause des intérêts bien établis. En 1909, Creel a fait scandale en appelant au lynchage public des sénateurs de l'État du Colorado parce qu'ils étaient opposés à l'extension des services publics. En 1912, il dénonce dans le Harper's Magazine la propagande d'entreprises et en particulier celle des Rockefeller orchestrée par Ivy Lee. Lorsqu'il s'engage la même année dans la première campagne présidentielle de Wilson, il est un journaliste reconnu à l'échelle internationale. Creel contribue fortement à la réélection du président en 1916. Si Wilson le nomme à la tête du CPI en 1917, c'est autant en raison de sa loyauté sans faille à son égard que de sa longue expérience de la presse et de l'opinion publique. Ses contacts avec de nombreux journalistes progressistes lui apparaissent comme un atout pour rapprocher les points de vue des libéraux et du parti de la guerre. En retour, le soutien sans faille que lui apporte le président permet à Creel d'imposer ses vues aux membres du gouvernement ainsi qu'aux autres agences civiles et militaires. Le CPI apparaît rapidement comme un véritable ministère de la propagande, placé entre les mains d'un journaliste non conformiste, ce que les élus républicains ne manquent pas de relever et de dénoncer. George Creel résume en une formule la mission ambitieuse dévolue au CPI : vendre la guerre dans le cadre de la plus grande aventure publicitaire au monde. Il s'agit de réquisitionner tous les moyens de communication et de créer de nouveaux outils de persuasion de masse dans le but de forger une nation guerrière. Cela suppose notamment de convaincre les jeunes citoyens américains de la nécessité de s'impliquer dans une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de chez eux contre un ennemi qui ne menace pas directement leur territoire. L'enjeu, aux yeux de Creel, n'est autre que le combat pour l'esprit des hommes, pour la conquête de leurs convictions. La création du CPI consacre la prise en compte de l'opinion publique en tant qu'acteur à part entière du conflit, en même temps que le ralliement progressif des intellectuels progressistes à une nouvelle conception des masses, perçue comme devant être influencée. Officiellement, le CPI n'est pas un organe de propagande, terme alors associé à l'ennemi allemand. Il se veut informatif et éducatif, non pas manipulateur. Creel affirme que le rôle du CPI est moins de censurer que de susciter un soutien à l'effort de guerre en informant les populations civiles de l'action des États-Unis. Le CPI est divisé en 2 sections, la section nationale, chargée de mobiliser l'opinion américaine,
et la section étrangère chargée d'influencer les opinions publiques des pays alliés et des pays neutres. Au sein de la section nationale, les deux principaux départements sont la division des nouvelles et le comité de censure. La division des nouvelles fournit gratuitement à la presse des dépêches, 6000 au total, et des articles prêts à être publiés. En multipliant les communiqués de presse riches d'informations factuelles, Creel entend dissuader les journaux de mener leurs propres enquêtes. De la sorte, il établit un contrôle indirect de la presse. Le comité de censure, de son côté, se veut moins répressif que préventif, en appelant au sentiment patriotique des éditeurs de presse et en cherchant à les convaincre de céder des espaces publicitaires à la commission Creel. Pas moins de 800 périodiques ont accepté d'ouvrir leurs colonnes aux messages de propagande conçus par la division de la publicité du CPI, qui comptait dans ses rangs les plus talentueux publicitaires des États-Unis. Creel considère que le CPI a ainsi donné à la publicité la dignité d'une profession et incorporé ses capacités dynamiques dans le jeu d'équipe américain. De fait, de nombreux publicitaires formés aux techniques de persuasion dans la commission Creel ont, après la guerre, mis en œuvre ces techniques dans un cadre civil. Une propagande d'un type nouveau. Tout ce que nous avions à faire, écrit Creel en 1920, était nouveau et étranger au processus démocratique. À la différence de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou de la France, les États-Unis n'avaient encore jamais expérimenté la propagande à grande échelle. Creel, cependant, ne s'est pas contenté d'établir un office comparable à Wellington House, le bureau de la propagande britannique, ou la Maison de la Presse, son homologue français. Il a créé une organisation sans pareille, qui a posé très durablement les bases de la propagande de guerre et influencé jusqu'à nos jours l'art de la persuasion. La première innovation introduite par Creel est la création en mai 1917 du bulletin officiel qui fournit aux agents de l'administration, à la presse et à de nombreux leaders d'opinion toutes les déclarations des autorités civiles et militaires américaines. Tirant les enseignements de l'œuvre d'Ivy Lee, Creel convainc l'armée et la marine d'annoncer instantanément tous les accidents et les désastres et de publier les noms des morts et des prisonniers. En revanche, la division des nouvelles se charge d'opérer la censure de toutes les autres informations militaires vouées à rester secrètes. Creel a ainsi mis en œuvre les mêmes techniques que celles qu'il dénonçait en 1912 chez Ivy Lee. Une autre grande innovation consiste en la mobilisation de tous les types de supports disponibles. En recourant en même temps au texte imprimé, à l'affiche, aux cartes postales, à la voix, à la radio, aux chansons, au cinéma, aux expositions, le CPI a communiqué avec une intensité inédite aux États-Unis et expérimenté des médias encore jamais employés à des fins de propagande. De fait, la propagande de guerre, telle que conçue par George Creel, consiste en une entreprise délibérée et systématique visant à façonner les perceptions, manipuler les convictions et influencer le comportement des individus. George Creel a constamment affirmé n'avoir jamais produit que de la propagande factuelle, exacte et transparente quant à son origine, autrement dit une propagande blanche. Il apparaît pourtant que le CPI a également diffusé de fausses informations ou des exagérations, à propos notamment des atrocités commises par les troupes allemandes, autrement dit une propagande grise. Lorsqu'il les relayait en masquant la source, le CPI diffusait ce que l'on appelle de la propagande noire. L'objet de la propagande grise ou noire était de jeter le discrédit sur l'ennemi. Accusé par exemple de couper les mains des bébés belges, de violer des nonnes, et même de faire bouillir les cadavres de ses soldats pour produire de la graisse. En animalisant et criminalisant la figure de l'ennemi, représentée sur certaines affiches comme une bête assoiffée de sang, le CPI cherchait à promouvoir l'idée que l'Amérique menait une guerre pour la civilisation et la justice. S'il a affirmé avoir cherché à atteindre les gens par leur esprit plutôt que par leurs émotions,
Force est de constater que Georges Creel vise en réalité moins l'intellect que les affects. L'américanisation des Américains. La principale nouveauté introduite par le CPI est le fait que la propagande de l'État vise d'abord et en priorité les citoyens américains eux-mêmes. C'est la première fois dans l'histoire qu'une démocratie déploie de tels efforts de persuasion en direction de sa propre population. Les ouvriers, essentiels à l'effort de guerre, font l'objet d'une attention toute particulière, de même que les immigrés. Georges Creel considère en effet comme essentiel de mener une campagne de promotion de la loyauté dans les communautés d'immigrants, et en particulier auprès des millions d'Allemands et d'Austro-Hongrois qui vivent sur le sol des États-Unis. Les troupes expéditionnaires américaines elles-mêmes sont composées en 1917 de plus de 10% de soldats originaires d'Allemagne. Creel nomme par conséquent au sein du CPI des américanisateurs chargés de conforter le sentiment de loyauté de ces populations par la publication de brochures, de journaux et de bulletins hebdomadaires en allemand. Creel crée également une division du travail de guerre des femmes qui, en 9 mois d'existence, publie 2305 reportages ou articles de fond adressés à 19 471 journaux et publications féminines. Ces histoires, ainsi que les 292 images qui les accompagnent, montrent des femmes activement engagées dans le travail de guerre. Y sont particulièrement mises en avant les Yeomanettes, les femmes engagées volontaires dans la réserve navale américaine, ou des femmes de couleur impliquées dans l'effort de guerre. Enfin et surtout, Georges Creel met en place une division de conférenciers bénévoles chargés de faire des discours patriotiques de 4 minutes dans tous les lieux accueillant du public. Depuis les réunions syndicales jusqu'aux loges maçonniques, en passant par les églises, temples, synagogues, écoles et universités, cinémas, réunions associatives et foires. En l'espace de 18 mois, quelques 75 000 hommes de 4 minutes, 4-minute men, prononcent 755 190 discours devant un public estimé par Creel à 134 millions de personnes. Pas moins de 15 000 articles de presse leur sont consacrés, et lorsque les réunions publiques sont interdites en raison de la pandémie de grippe espagnole, les discours sont systématiquement diffusés dans la presse. Ces conférenciers, recrutés essentiellement parmi les notables, on dirait aujourd'hui les leaders d'opinion, reçoivent chaque semaine un bulletin proposant des exemples de discours sur des thèmes tels que « Pourquoi nous combattons ? Qui est vraiment notre ennemi ? Démasquer la propagande allemande ? D'où tenez-vous vos informations ?» Les orateurs sont encouragés à susciter l'enthousiasme pour la guerre, et leurs présentations sont régulièrement évaluées par des responsables locaux dans le cadre d'une organisation hiérarchisée et pyramidale. Selon le public auquel ils s'adressent, ils encouragent tantôt à s'engager dans l'armée, tantôt à souscrire des emprunts de guerre, tantôt à admettre le bien-fondé de l'engagement américain. Les 4-minute men apparaissent aujourd'hui comme la pièce maîtresse d'une stratégie visant à façonner les attitudes des Américains et à alimenter les conversations privées dans tout le pays en appliquant à la persuasion de masse les idées du philosophe français Gabriel Tarde quant au rôle déterminant de la conversation dans la formation de l'opinion, et à exercer une forme de police idéologique en encourageant le public à signaler les personnes de leur communauté qui expriment un sentiment anti-guerre. À compter du Sedition Act de 1918, en effet, l'expression d'opinion hostile à l'effort de guerre est passible des tribunaux. Outil formidable de persuasion, la division des 4-minute men est en même temps une forme tout à fait inédite de police de la pensée en démocratie. Le dispositif est complété par la division des conférenciers, instituée le 25 septembre 1917, qui organise de grands rassemblements dans 37 États et recrute 10 000 conférenciers. Parmi eux, des Français, comme le capitaine Périgord, blessé à Verdun, la comtesse Madeleine de Brias, ou des chasseurs alpins, les Diables Bleus,
qui viennent aux États-Unis promouvoir le troisième emprunt de guerre. Krill mobilise également des universitaires et des écrivains pour produire des brochures patriotiques diffusées à 75 millions d'exemplaires. Parmi eux, Edgar Sisson, qui représente le CPI à Moscou, publie la brochure The German Bolshevik Conspiracy 1918, tirée à 137 000 exemplaires, dans laquelle il affirme, document contrefait à l'appui, que Trotsky et Lénine étaient des agents rémunérés par l'Allemagne pour obtenir le retrait de la Russie du conflit. Envahir l'univers mental des individus. L'objectif de Krill est d'imprégner l'ensemble des perceptions des Américains d'un discours guerrier. L'art de la persuasion, jadis concentré sur la presse populaire, est étendu à tout l'environnement quotidien des individus. En attestent les expositions de guerre que le CPI organise dans 21 villes et qui attirent 10 millions de visiteurs. Le CPI y expose des trophées de guerre, des fusils, des avions, des bouteilles de gaz de combat et même un U-boat allemand. À l'exposition de Chicago, chaque après-midi, l'armée met en scène une simulation de bataille qui se conclut, comme il se doit, par la victoire des soldats américains. Dans ces expositions... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.